Donc, je suis Jean-Jacques Jarry, je suis le nouveau président de la Société géologique de France. Et donc, à ce titre, je vais présider cette session de remise des prix de l'association. Donc, la Société géologique de France, comme vous le savez, ses missions sont de concourir au développement des sciences de la Terre et des planètes, tant en lui-même que dans ses rapports avec l'industrie, l'agriculture, l'environnement et l'éducation. Et à ce titre, donc, nous implémentons un certain nombre d'actions. En particulier, le périmètre a été modifié depuis la fusion, il y a maintenant plus de 2 ans, de la Société géologique de France avec l'Union française des géologues et le Comité national français de géologie, l'ancien CNFG. Donc maintenant, nous regroupons une population plus grande, à peu près 1500 membres, qui viennent de différents milieux. Et donc, je pense que ce rassemblement de gens venant de différents horizons, universitaires, enseignants, chercheurs, praticiens dans l'industrie, dans les bureaux d'études, apporte une nouvelle richesse à cette société savante. Alors, pour la cérémonie d'ouverture, j'avais préparé un certain nombre de slides que je n'ai pas présentés pour tenir le timing. Donc, dans les grandes actions qui nous sont, que nous entreprenons au fil de l'année, la première, évidemment, c'est d'organiser des conférences et des séances spécialisées sur des sujets scientifiques et techniques. Donc, je vous ai reproduit ici le programme 2014. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui au moment de la réunion des sciences de la Terre. Et vous voyez que nous avons regroupé ici des réunions que nous organisons, que nous co-organisons ou dans lesquelles nous sommes partenaires avec d'autres associations partenaires. Donc on va essayer d'enrichir au fil du temps ce programme pour vous fournir des événements qui permettent des échanges scientifiques entre chercheurs français, européens et internationaux. Deuxième grande mission de la Société géologique de France, évidemment, ce sont les publications, les éditions et publications, avec 3 revues. Le bulletin de la Société géologique de France, que tout le monde connaît, la revue Géologue, qui était à l'origine la revue de l'Union française des géologues, et qui continue donc sous la bannière de la Société géologique de France, et puis Géochronique, que nous coéditons, que la Société géologique coédite avec le BRGM. Donc en plus de ces 3 périodiques, évidemment, un certain nombre de mémoires sont publiés chaque année, un certain nombre de livres en coédition avec des éditeurs extérieurs, et puis vous rappelez que nous sommes partenaires du bouquet Geoscience World, JSW, qui fournit un certain nombre de facilités pour la diffusion des papiers. Deuxième axe important, et c'est la devise de la société depuis sa fusion, des géologues au service de la société. J'en ai parlé lors de la cérémonie d'ouverture. Les sciences de la Terre ont un rôle prépondérant à jouer dans les grands enjeux et dans les grands débats de notre société. Et depuis 2 ans, nous avons participé à un certain nombre d'actions, en particulier lors de la réflexion sur la transition énergétique. Nous avons fourni une contribution au débat national, que vous voyez sur la partie droite de la slide. Nous avons également participé au débat public sur le centre de stockage de déchets radioactifs de Meuse-Haute-Marne, le projet CIGEO. Et puis nous participons régulièrement à des actions des ministères de l'éducation, du redressement productif, encore qu'il a peut-être changé de nom depuis que j'ai regardé la liste, et dont la révision du code minier, qui est un point majeur en France, évidemment. Et puis dernièrement, un projet dont on parle un peu moins, mais qui devrait, je pense, réémerger bientôt, la création de la compagnie minière française, la CMF. Bon, point majeur que j'ai largement évoqué lors de la cérémonie d'ouverture également, nous sommes là, comme d'autres associations françaises d'ailleurs, pour diffuser des connaissances, des informations scientifiques et techniques, pour enrichir le débat, et ceci en particulier à travers la section Géol, qui est une des sections de la Société géologique de France, et à partir de notre site internet dont je vous ai reproduit une page sur cette slide. Donc tout ça pour vous dire que
les activités sont diverses, mais elles ont bien un but unique, c'est de promouvoir les géosciences et de toucher un public de chercheurs, d'enseignants, de praticiens des géosciences en France et même au-delà des frontières. Donc, une action qui nous amène à nous réunir aujourd'hui, c'est annuellement la société remet des prix pour des travaux remarquables et ces prix font l'objet... Alors, je vais changer de support. Bon. Petit problème. Voilà. Donc tous les ans, donc, la Société géologique de France remet un certain nombre de prix, trois types de prix, un grand prix apériodique, des prix spécialisés, dédiés, et puis des prix de thèse. Donc aujourd'hui, nous allons remettre quatre prix, un grand prix, le prix Roubaud, et trois prix, prix Bourcard, prix Bertrand et prix Millot. Donc je ne rentre pas dans le détail du processus, mais ces prix font l'objet les lauréats ont fait donc l'objet de propositions de la part de leurs pairs. Ces propositions ont été revues et sélectionnées dans une commission des prix qui était présidée l'année dernière par Pierre Barbet, qui était vice-président de l'animation scientifique de la Société géologique de France, et qui a donc débouché sur la sélection des 4 candidats que nous allons honorer aujourd'hui. Alors, premier prix, prix Jacques Bourcard, c'est un prix qui est destiné à distinguer les travaux portant sur la stratigraphie, la sédimentologie et l'océanographie, et il est décerné tous les 4 ans sous la forme d'une médaille à l'effigie de Jacques Bourcard. Alors, ce prix, cette année, est décerné à Patrice Imbert. Donc, Patrice, si tu veux venir à mes côtés. Félicitations, Patrice. Merci, Jean-Jacques. Donc, ce prix vous est remis pour votre carrière de praticien de niveau international dédié aux interactions entre fluides et sédiments. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, ingénieur chez Total depuis plus de 30 ans. Et grâce à votre double compétence, géophysique, terrain, un esprit de synthèse aiguë, vous avez réalisé des synthèses sur les fluides dans les sédiments qui font école. Vous avez toujours eu le souci du lien entre monde académique et industriel, avec un investissement constant dans la formation et notamment dans l'accueil de stagiaires, ce que je peux en témoigner. Donc, c'est avec plaisir que je vous remets cette médaille du prix Jacques Bourcard et ce diplôme qui va avec. Alors, je ne sais pas si la photo va être très bien, si vous mettez derrière. Ah, peut-être se mettre comme ça, voilà. Voilà, j'enlève les lunettes parce que je ne veux plus appareil photo. Ça vous convient? Donc, j'ai oublié de vous préciser que pour un souci de tenue du timing de cette ERST qui est très chargée, c'est de par la richesse des papiers qui ont été soumis et qui ont été sélectionnés, nous avons décidé donc de uniquement faire une présentation du Grand Prix Bourcard, de cette année, et que les 3 lauréats des prix Bourcard, Millot et Bertrand feront des présentations au siège de la Société géologique de France lors de conférences et de réunions dédiées. Donc le programme, l'agenda de ces communications vous sera communiqué via la lettre mensuelle que vous devez recevoir si vous êtes adhérent de la Société géologique de France, que je vous recommande d'être d'ailleurs aujourd'hui, par voie de messagerie, et autrement vous trouverez ces dates sur notre site internet. Donc Patrice Imbert donc aura l'occasion de nous faire un exposé sur ses travaux lors d'une de ces conférences, sachant que sur le site vous trouverez dès la semaine prochaine un PowerPoint ou un PDF plutôt,
qui retrace les principaux résultats de ces travaux. Donc si tu veux t'exprimer quelques minutes. J'ai de quoi vérifier les quelques minutes, je sais que j'ai droit entre 5 et 10, plutôt plus près de 5, donc voilà. Oui, tu peux m'interrompre. Ok. Bon, merci d'abord évidemment à la Société géologique de France. Alors le prix, ça a été une grosse surprise pour une double raison. La première raison, qui est un peu radé pâquerette, c'est que je ne suis pas très organisé. Donc quand j'ai reçu le mail, je devais être en train d'enseigner un stage turbidite dans les Alpes. Le mail devait dire en substance SGF, prix Bourcard. Bon, j'ai pas vu le rapport. Enfin, ça me fait un peu, cher monsieur Imbert, vous avez gagné. Donc, je l'ai laissé courir. Et puis, au bout de 15 jours de stage, forcément, il était passé loin derrière l'écran. Donc voilà, je l'ai appris presque par hasard, finalement. C'est mon voisin d'en face, là, qui est arrivé, qui m'a dit « Félicitations, tu as le prix Bourcard. Merci. » Donc, bon, ça, c'est le rat des pâquerettes. Maintenant, plus sérieusement, ça a été réellement une grosse surprise parce que j'ai un peu l'impression d'être, de travailler sur des sujets assez marginaux finalement dans notre industrie, et assez marginaux, peut-être je reviendrai dessus, même dans la géologie. Donc j'avais pas l'impression que ça puisse avoir la moindre visibilité. Bon, manifestement, ça a été repéré. C'est sympa. Merci à la SGF. Peut-être 3 mots sur les interactions fluides-sédiments. Quand on voit ça, la première chose à laquelle on pense, c'est la diagénèse. Enfin, moi, c'est à ça que je pense. Donc, on pense dissolution d'un côté, précipitation de l'autre, des choses au niveau du réseau poreux. Et en fait, ce sur quoi je travaille depuis pas mal de temps maintenant, c'est des interactions à échelle beaucoup plus grande, vraiment à l'échelle d'un de mes outils préférés, l'outil sismique. Donc, un outil où le pixel, c'est gros comme le Palais Beaumont, à peu de choses près. Hein, Alors, l'exemple de ce genre d'interaction pour lesquelles je me passionne, c'est les volcans de boue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des volcans de boue. C'est comme un volcan, hein, ça a la forme de l'Etna, c'est un peu plus petit, 2-3 km de diamètre maxi, quelques centaines de mètres de hauteur, et ça crache à froid du gaz, de l'eau, de la boue, ça fait des jolies coulées, ça ressemble beaucoup aux volcans normaux. Et ça, pourquoi est-ce que ça me passionne? J'en sais rien, c'est sans doute parce que c'est inhabituel, hein, c'est vraiment ça Et ce type d'interaction fluide-sédiment, la seule chose qui lui manque, j'ai l'impression, c'est un nom, une étiquette. C'est pas de la sédimentologie, hein. J'ai fait 20 ans de sédimento. Le sédimento, on sait comment ça marche. On dépose le sédiment et puis après, le sédimento, il s'en va. Il passe au structuraliste. Le structuraliste, quand on lui parle de ce genre de... Enfin bon, il y a des propos de structuralistes que la morale m'interdit de répéter ici, mais franchement, quand on parle à Jean-Claude Ringenbach de ce genre de choses, voilà, c'est pas pour lui, quoi. C'est trop petit, c'est pas crustal. Les diagénéticiens, j'ai essayé de faire passer la notion de diagénèse sismique ou diagénèse à l'échelle sismique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de diagénéticiens dans la salle, mais en général, ils n'aiment pas. Hein, ça passe très mal. Donc, bon, c'est une espèce de no man's land, et c'est quand même pour ça que ça me fascine en bonne partie. Alors, comment j'en suis arrivé là? Il y a une personne que je dois absolument nommer ici, c'est Olivier Parise. Olivier, alors c'est arrivé complètement par hasard. J'étais en mer du Nord, je suis tombé, je vais dire par hasard, je suis allé voir une carotte, vérifier le conditionnement. C'était 18 mètres d'argile plate horizontale et une lame de sable complètement séquente, sans plan de cisaillement, sans rien. J'ai rien compris. Bon, j'ai vu ma carotte, j'ai expliqué qu'elle était bien conditionnée, j'ai recommencé à bosser. 5 ans après, de retour en France, je croise Olivier, on échange un petit peu, il me dit « Ah ben moi j'ai fait une thèse sur les filons gréseux sédimentaires. » C'est quoi ça? Et bon, il m'a expliqué, évidemment, ce que j'avais vu, c'était un barrique sableux, un filon gréseux sédimentaire, enfin, appelle comme on voudra. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à dévider la pelote et que je suis tombé sur tout un tas. Au début, je suis tombé sur beaucoup de trucs amusants. Et finalement, quand on regarde ces trucs amusants, on s'aperçoit qu'il y a une grande unité. C'est vraiment cette interaction à grande échelle entre des fluides qui migrent comme ils peuvent dans les bassins et les sédiments, en particulier pas trop enfouis, à qui ça fait souvent assez mal de se ramasser un gros paquet de fluides. Donc voilà. Après, je crois qu'il y a un point qui est mentionné ici, c'est l'accueil des stagiaires. Alors là, s'il y en a qui ont droit à un remerciement appuyé, c'est les stagiaires
Je tiens un décompte à peu près propre depuis que je sais me servir d'un ordinateur et qu'on a une procédure sur l'accueil, la demande, l'évaluation et tout ça. Avant, je ne sais pas trop, mais je pense que bon an, mal an, j'ai dû avoir 5 stagiaires en moyenne sur 20 ans. On n'arrive pas loin de la centaine. Donc merci à eux et merci bien évidemment à tous les universitaires qui les ont formés, qui m'ont aidé à les encadrer, qui m'ont suggéré à l'occasion des noms et des profils. Et là, ça a vraiment été effectivement l'occasion d'une collaboration extrêmement riche et fructueuse. Et merci à vous d'être venus et de m'avoir supporté. Bon, je ne sais plus quand j'ai commencé, mais ça fait rien. Merci. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces phénomènes, je vous invite à assister à la conférence que nous allons programmer et vous verrez que les messages de Patrice sont toujours accompagnés par des images sismiques absolument extraordinaires. Deuxième récompense aujourd'hui, le prix Léon Bertrand, qui est des prix qui est destiné à récompenser des travaux portant sur les applications des sciences de la Terre au domaine des substances minérales et énergétiques. Donc, prix décerné tous les 4 ans sous la forme d'une médaille à l'effigie de Léon Bertrand. Et donc, aujourd'hui, nous allons honorer Philippe Rossi pour sa carrière dédiée d'une part à la pétrologie et à la métallogénie de la chaîne Varisque, et d'autre part à la géologie, à la carte géologique, pardon. Après 2 années passées comme professeur à l'Université de Brasilia, Philippe, vous avez intégré le BRGM. Vous devenez responsable du programme de la carte géologique de France et vous avez mené à son terme, puis secrétaire général et président de la commission de la carte géologique du monde, la CCGM. Vous avez été un acteur important du développement des géosciences en France, par l'attention que vous avez apportée au développement des collaborations étroites entre BRGM et les géologues des universités ou des organismes de recherche, notamment par la formation des doctorants. Merci pour vos travaux, Philippe. Je vais donc vous remettre la médaille Léon Bertrand. Voici la médaille. Est-ce que tu peux tenir les côtés que tu veux? Merci. Donc, tu peux t'exprimer quelques minutes, sachant que comme pour ton prédécesseur, tes travaux seront présentés lors d'une séance spéciale à la Société géologique. Merci Jean-Jacques, merci donc à la Société géologique et surtout en fait merci à tous les collaborateurs de la carte géologique. Bon, alors la façon dont est présentée mon activité est tout à fait juste, mais elle est relativement, comment dirais-je, elle illustre bien le fait que les collègues qui ont écrit ce texte notent que je suis rentré donc au BRGM après 2 ans à l'Université de Brasilia. En fait, j'étais déjà au BRGM 10 ans avant, mais j'étais en fait dans une structure hybride qui était une structure BRGM-CNRS, où justement je travaillais en métallogénie et on considère que c'était plus CNRS que BRGM. En fait, j'étais au BRGM déjà depuis une dizaine d'années. Je vais vous parler essentiellement donc de ma période post-Brasilia, qui était la période sur la carte géologique de la France. Et en fait, quand je suis arrivé, donc, quand je suis rentré du Brésil en 1991-12, donc je me suis occupé de la carte géologique, où je suis devenu le directeur du programme. Mon objectif qui m'était assigné était d'achever donc le levé de la carte géologique de la France. Et le levé de la carte géologique de la France, le BRGM est à la fois opérateur et acteur. Mais le levé de la carte géologique de la France, et c'est en fait un programme national qui a été mis en place par Napoléon III. Pour la petite histoire, ce programme devait être réalisé en 10 ans avec les ingénieurs des mines en 1868, c'est-à-dire qu'on imaginait que le levé au 80 millième serait fini au début du XXe siècle. 10 ans après, on s'est aperçu qu'en fait, ça ne se passerait pas comme ça, qu'on n'avait pas avancé. Et à ce moment-là a été prise une décision extrêmement importante sur laquelle a reposé ensuite tous les programmes de cartographie géologique française, c'est qu'en fait, on a étendu le programme de la carte, non pas seulement aux ingénieurs des mines, mais à l'ensemble de la communauté géologique française. C'est-à-dire qu'en fait, ont été les acteurs du levé de la carte géologique, non seulement les ingénieurs des mines de l'époque, mais aussi tous les universitaires et géologues travaillant dans des compagnies.
qui étaient des collaborateurs extérieurs, bénévoles, rémunérés pour leur faire de déplacement par le service de la carte géologique. Et ainsi, à partir des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, quand a monté en puissance le programme de la carte géologique à 50 millième, c'est pratiquement 3000 collaborateurs universitaires, service de la carte géologique, puis à partir de 1968 BRGM, qui ont œuvré à la réalisation de ce programme national. Et donc j'ai eu l'honneur de diriger ce programme depuis de 1991 à 2013, quand j'ai pris ma retraite, avec l'ensemble des levées terminées, mais non encore totalement publiées. Et donc je reçois ce prix, mais en fait je pense aux 3000 collaborateurs de la carte qui, eux, ont œuvré sur le terrain. Pour ma part, je n'ai œuvré que sur 5 ou 6 cartes géologiques. Sur les 1060 du territoire national, c'est pas beaucoup. Voilà. Eh bien, voilà, c'est à tous ces collaborateurs que je pense maintenant que ce prix m'est remis. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, nous passons au prix Millot, donc destiné à distinguer les travaux portant sur tous les domaines de la géochimie, décerné tous les 4 ans par une médaille à l'effigie de Georges Millot. Et cette année, ce prix a été décerné à Christophe Lécuyer, professeur à l'Université Claude Bernard de Lyon, prix décerné pour une carrière de niveau international dédiée à la géochimie isotopique, appliquée aux reconstitutions paléo-environnementales et paléobiologiques. Votre intense activité de recherche qui s'est traduite par le développement d'un centre de recherche internationalement reconnu et par votre nomination à l'Institut universitaire de France, ne vous a pas empêché de déployer une activité de formation très importante et de jouer un rôle notable dans les diverses instances de la recherche scientifique française. Et donc pour ces raisons, nous avons le plaisir de vous décerner aujourd'hui le prix Georges Millot et la médaille. C'est moi, c'est avec plaisir. C'est là-bas. Non, l'appareil photo, là-bas. C'est Sébastien. Ah, pardon, excusez-moi. Vous voulez dire quelques mots avant une présentation technique qui sera faite comme pour les autres à la Société géologique. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre présence. En ce jour de la Saint-Narcisse, je trouve très risqué de parler de soi-même, donc je vais consacrer mon temps de parole à des remerciements. Donc tout d'abord, bien entendu, à la Société géologique de France, mais aussi à mes collègues qui ont pensé à moi, qui m'ont soutenu pour recevoir ce prix. Je voudrais aussi remercier nos hôtes, tous les acteurs, organisateurs de la Réunion des sciences de la Terre, pour cette organisation remarquable, ce programme très intéressant. Comme vous l'avez compris, j'ai été géologue très peu de temps quand j'étais jeune, mais je trouve que la géologie est ce socle sur lequel s'épanouissent toutes les autres disciplines des sciences de la Terre. Et en étant présent à la RST, j'ai pu remarquer qu'il y avait de nombreux géologues, de nombreuses présentations de qualité, et je me dis que la géologie, ce socle, malgré cette discipline qui a maintenant un âge respectable, eh bien ce socle, je le trouve à la fois peu érodé, peu faillé et à peine plissé. Je voudrais aussi remercier les collègues avec lesquels je travaille au quotidien, qu'ils soient jeunes chercheurs, qu'ils soient mes doctorants ou les personnels techniques, ingénieurs avec lesquels je travaille, et qui supportent mon humeur qui n'est pas toujours aussi... Je ne suis pas toujours aussi souriant comme aujourd'hui. Et pour finir, eh bien, je souhaiterais remercier les géochimistes que j'ai croisés depuis ma jeune carrière et auprès desquels j'ai appris beaucoup de choses. Donc je vais commencer par ordre chronologique, par, je ne vais pas me tromper, Jacques Schott à Toulouse, car j'ai été étudiant à Toulouse pendant 4 ans. Ensuite, Francis Albared à Nancy, Serge Fourcade à Rennes, James O'Neill à l'Université of Michigan, Simon Shepard à l'ENS et André Mariotti à l'Université Pierre et Marie Curie. Merci de votre attention. Bien. Donc nous passons au Grand Prix 2014, prix Marcel Roubaud, destiné à distinguer les travaux ayant conduit à des progrès importants dans le domaine des applications des sciences de la Terre,
notamment dans les secteurs de la prospection des matières premières, de sources d'énergie, de l'hydrogéologie et du génie civil. Et cette année, le jury a décerné le prix Marcel Roubaud à Jean-Marie Masset pour une carrière de praticien dédié à l'exploration et production des hydrocarbures, au maintien du lien entre recherche industrielle et recherche universitaire et à la promotion des métiers des géosciences auprès des jeunes. Outre les actions et la stratégie que vous avez développées dans le cadre de vos différentes fonctions, chef de projet, directeur exploration en filiale puis directeur géosciences du groupe Total, pour le maintien des réserves d'hydrocarbures, vous avez porté une attention particulière à la formation des étudiants et mis votre dynamisme au service de la communauté des sciences, de la terre et de la défense de la profession. Et pour ces raisons, donc, nous vous décernons aujourd'hui le prix Marcel Roubaud 2014. Voilà. Merci. Je crois qu'on va peut-être tourner vers le public. Donc, nous sommes pile poil dans le timing. Alors, avant de vous laisser la parole, je voudrais juste, pour compléter le panorama, vous préciser que les prix de thèse 2014 qui seront décernés à Paris au siège de la Société géologique le 4 décembre, prix Van Stralen et prix Amiboué. Donc, prix Van Stralen pour une thèse de doctorat portant sur les travaux touchant à la terre surface et prix Amiboué sur les travaux touchant à la terre profonde ont été attribués à Alexis Litch, si ma mémoire est bonne, qui vient de l'Université de Poitiers, et à Fanny Sorbader, qui vient de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Donc ces prix seront remis le 4 décembre au siège de la Société géologique de France. Et il faut bien sûr penser à la suite, au programme 2015, au prix de thèse 2015. Je vous informe que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2015. Et j'en profite également, avant de laisser la parole aux lauréats, que les prix SGF 2015 seront le Grand Prix Gaudry, pour une carrière académique singularisée par une contribution importante à l'avancement des sciences de la Terre, quel qu'en soit son domaine, et les prix Lamotte, Pruvost et Furon, qui seront donc pour le prix Lamotte dédiés pour des travaux touchant à tous les domaines de la paléontologie, y compris la période quaternaire, le prix Pruvost pour des travaux dédiés à la géologie structurale et à la tectonique, et le prix Furon pour des travaux portant sur tous les domaines de la pétrologie endogène. Et donc, je lance un appel à la communauté pour des propositions, et la date limite est placée au 15 novembre. Donc, nous avons déjà reçu un certain nombre de propositions, mais nous avons encore plus d'un mois pour de nouvelles propositions avant de consolider, et ça j'insiste là-dessus, ce n'est pas le tout de proposer un de vos collègues pour un des prix. Il faut ensuite présenter un dossier de candidature qui permettra au jury qui sera présidé l'année prochaine par Sylvain Charbonnier et par Daniel Groscheny, qui permettra à ce jury de faire la sélection pour sélectionner les lauréats. Donc je vais passer la parole à Jean-Marie Masset pour nous faire une présentation d'une vingtaine de minutes. C'est celle-ci? Non, c'est celle-là, voilà. Voici. Merci Jean-Jacques. Je remercie tout d'abord la Société géologique de France, bien sûr, et j'associerai à ce prix mon épouse, parce qu'on ne fait pas les métiers qu'on fait sans un fort soutien familial. Il n'y a pas que le côté professionnel dans la vie, il y a aussi le côté privé. Je me suis tenu à cette place je ne sais pas, entre 15 et 20 fois depuis 2000, mais c'est une émotion tout à fait particulière aujourd'hui. Et si vous le permettez, je voudrais dédier cette présentation à Christophe de Margerie, qui a été mon chef direct
pendant plus de 7 ans au comité directeur exploration-production de Total. Voilà, premier point, donc ma présentation sera, il faut que je remonte au début, parlera surtout de découverte, d'invention. Donc c'est globalement le processus de création que j'évoquerai. Les slides sont en anglais parce que j'ai tiré ça, je me suis arrêté depuis 6 ans maintenant, et j'ai tiré ça d'une présentation que j'ai faite au Forum des technologies Schlumberger en automne 2008, et j'avais fait à peu près la même au Muséum d'histoire naturelle à la demande d'Annie Mamessier à l'attention des profs de prépa bio et d'inspecteurs d'académie sous la présidence de Jean Dercourt à l'époque. Alors, Géosciences, dans le prix Marcel Rouveau, on vous parle d'apporter, découvrir des ressources énergétiques, minérales, naturelles. Et si vous voulez, quand une société, quand une industrie choisit une politique de croissance interne, je dirais les géosciences sont une activité fondamentale par rapport à une stratégie de croissance externe, où là, vous rachetez des sociétés, à la limite, vos géologues, géophysiciens, vos explorateurs, vous n'en avez pas tellement besoin en tant que tels, mais si vous choisissez une stratégie de croissance, il est fondamental d'avoir une direction géosciences forte et qui ait son mot à dire. Et c'est ce qu'avait choisi Thierry Desmarais dans l'organisation de Total en 2000 à la fusion. La première chose dont je voudrais parler, c'est vous trouvez en prise de permis et vous avez très peu de données en général, c'est là où vous pouvez faire la différence. Et vous avez une ligne sismique comme ça paraît rien. Bon, à l'intérieur de cette ligne sismique, il y a un champ d'1 milliard de barils, mais il faut le savoir. Et là, la première étape, avant d'interpréter des mailles à 10 km de côté, c'est de vous poser les questions, et là je pense à mes grands anciens, à Pierre Blasi, par exemple, prof de valorisation du minerai à Nancy, avec son message « Faites du stérile ». Faites du stérile, c'est 80-20, vous faites du 80-20, c'est-à-dire focalisez-vous, passez votre temps fondamental sur le 20%, pas sur les 80% qui brouillent l'écoute. Et je pense aussi à Xavier Le Pichon. Je l'ai rencontré pour la première fois en 71, j'étais plus étudiant, je venais de sortir. Et j'ai été fasciné par la théorie de tectonique des plaques, de la tectonique des plaques à ce moment-là, parce que c'est celle qui permet de faire la synthèse dans la géologie, de mettre les choses en place, chaque élément en place. Et là, partant de là, quand on travaille sur des bassins sédimentaires, avoir une systématique des bassins pétroliers est assez fondamental. Et après Le Pichon, j'ai eu la chance de fréquenter des gens comme Arthur Green, d'Exxon, ou de lire les papiers de Kingston, qui avait fait toute la classification des bassins sédimentaires dans le monde, pour Exxon aussi, ou de voir les travaux des équipes de Peter Vell. Alors plus bureau d'études, là, et ça, c'est des choses extraordinaires. Mais je suis comme Philippe, il y a beaucoup de gens qui m'ont appris beaucoup de choses dans cette société. Et je pense aujourd'hui à quelqu'un qui m'a appris la synthèse. Je dois dire qu'on m'a appris la synthèse, et c'est quelqu'un de Pau, un géologue de Pau, il habitait à l'allée des géologues, il s'appelle Stéphane Mull. Et vraiment, le côtoyer était quelque chose de déterminant pour moi, parce qu'il m'a appris. J'écoutais Jean Tirole récemment qui disait « Enseigner, c'est expliquer aux gens à quoi ça sert, à vos élèves à quoi ça sert. Enseigner, c'est donner du sens. » Et c'est tout à fait ça. Stéphane Mull, moi c'était dans les bureaux des allées, il m'a appris à donner du sens à ce que je regardais, à ce que j'observais. Et merci à lui encore une fois. Alors bien sûr, sur cet exemple, le point important, le piégeage, c'est une faille de socle, et le socle, c'est de la croûte océanique pratiquement. Et savoir qu'il y a des failles, ça va vous paraître certainement trivial ce que je vais vous dire, qu'il y a des failles qui ont des rejets de plus de 1000 mètres dans la croûte océanique au fond des océans, mais c'est fondamental pour faire ces choses-là. Et ça, je ne l'ai pas appris à l'université, je l'ai appris en côtoyant mes collègues, tous ceux qui ont passé du temps à m'expliquer beaucoup de choses. Alors, je résume très, très rapidement. Alors, deuxième point, forage, on revient, je vous ai parlé de la synthèse, mais il y a aussi après toutes les spécialités qui vont vous être utiles.
Là, on se trouve, c'est un puits maintenant, il y a prescription, Marc, hein, c'est des découvertes de Bolivie, et on fore sans savoir où on est pratiquement, parce que dans des couches comme ça, la sismique ne voit plus grand-chose, et il va falloir se recaler. Il va falloir avoir une échelle stratigraphique extrêmement précise, et les gens du labo, ici, de nos équipes, ont commencé par établir cette colonne stratigraphique, et quand on a été à peu près sûr de pouvoir avoir des références de base, eh bien on y est allé, on a foré. Alors c'est pas simple, hein, les forages, on part dans une direction, c'est pas là, on n'est pas dans la bonne direction. On refait le modèle au fur et à mesure de l'avancement du puits. C'est pas aussi simple que c'est là aujourd'hui. Et ça dure plus d'un an avec les aléas de forage. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais mon message là-dessus, quand vous êtes, on a besoin, je vous ai parlé de la grande vision, on a besoin des spécialités très très fortes. Alors ces spécialités, on les fait aussi, on s'appuie sur les universitaires, et j'y reviendrai tout à l'heure. Il n'y a pas que nous qui avons la connaissance, au contraire, on va chercher les gens les plus en pointe dans ces domaines-là. Troisième point, c'est savoir ce qu'on ne sait pas. Au moment de prendre une décision, par exemple sur cette section-là, ça va rappeler des souvenirs à Patrice Simbert qui bossait sur ces domaines-là. On pensait que la Roche-Mère, elle était dans cette partie transparente, c'est dans le golfe du Mexique, ça. Et si vous voulez, il se trouve que c'est pas ça. La Roche-Mère, elle est beaucoup plus bas, elle est mature, et ces couches transparentes sont des réservoirs extrêmement continus dans tout le golfe du Mexique, et là-dedans, il y a eu beaucoup de découvertes qui ont été faites. Et on ne forait pas parce qu'on ne forait pas. Et puis un jour, c'est une histoire encore, je ne vais pas vous la raconter, mais vous ne la croiriez pas, hein, presque, le puits était sec et les gars ont dit, bon, on va continuer, virer pour virer, les patrons explos, ils ont dit, bon, on va forer, et puis c'était des réservoirs, ils étaient à huile. Alors voilà, important dans notre démarche, hein, un autre message, il y a ce qu'on sait, et il y a ce qu'on ne sait pas. Et savoir ce qu'on ne sait pas, c'est aussi fondamental que savoir ce qu'on sait, c'est-à-dire pas de dogme. Tant qu'on n'a pas la preuve tangible de la pensée qu'on a, de l'opinion qu'on a d'un sujet, ça mérite peut-être d'aller être vérifié, de mettre des points de vérification. Et en ce moment, c'est un message, quand je vois comment le discours scientifique est jeté aux orties par tout un paquet de politiques, de journalistes qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais ils en parlent, et les scientifiques sont tenus à l'écart. Il est fondamental de revenir à ça. Il faut que les scientifiques parlent, il faut que les scientifiques s'expriment, et en ce moment, on est vraiment lynché, et c'est inadmissible. Alors, j'ai repris une phrase de Bernard Shaw, là, de prix Nobel de littérature irlandais, et qui me paraît très bien décrire aussi notre métier, pour expliquer à des jeunes. Ce qu'il faut, première chose, faut observer les choses, l'observation est fondamentale, observer les choses et essayer de comprendre pourquoi elles existent, même en ayant des hypothèses. Et une fois qu'on a appris ça, et c'est tout ce qu'on apprend de nos prédécesseurs, une fois qu'on a appris ça, à partir de ça, construire l'invention, construire le nouveau concept, c'est-à-dire rêver à des choses qui n'existent pas et se dire pourquoi pas. Et là, on essaye de convaincre, d'obtenir les budgets pour avoir les actions, essayer de valider. Et ça, c'est vraiment un exemple dans le Santos, par exemple, au Brésil. C'est des modèles qui n'existaient pas ou qu'on n'imaginait pas à cet endroit-là, à ce moment-là. Ben, il faut avoir le courage de rêver au-delà d'avoir compris le rift, penser avoir compris le rift, mais aller au-delà. Et si il y avait autre chose, et si on avait d'autres idées à mettre en place. Et j'ai trouvé cette phrase très belle de Georges Bernard Shaw, et je la ressors quand je faisais des conférences aux étudiants. C'est quelque chose que j'appliquais, que j'expliquais souvent pour décrire notre travail à nous, créateurs, inventeurs. Alors là-dessus, j'ai eu une chance. Le hasard a fait que j'ai croisé Charpak et j'ai croisé Pierre-Gilles de Gennes. Et Pierre-Gilles de Gennes, ce sont des personnes, quand on les rencontre, ils ont un charisme absolument extraordinaire. Et Pierre-Gilles de Gennes, on lui avait posé des questions sur la création. Il disait il y a 3 qualités. La première qualité, de base, c'est le bon sens commun. Alors il dit ça, en général, c'est bien défini. Le deuxième, c'est le sens de l'observation. Et là, il dit maintenant,
ça devient dur dans une société du zapping de pouvoir maintenir nos étudiants sur des choses tout à fait qu'ils aient le courage de continuer, de s'obstiner. Et la troisième qui dérive de ça, c'était la rigueur. Et pour notre métier, j'en ajouterai une quatrième, c'est la passion. On fait un métier de passion, et ça, c'est fondamental, c'est très caractéristique de notre métier. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup s'il y a beaucoup de métiers qui offrent ces possibilités, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on a à vivre. Et puis après, je dis voir ce qu'on ne voit pas. Alors là-dessus, c'est des sections sismiques dans le golfe du Mexique, en tectonique salifère. On ne voit rien, mais si vous voulez, avec des méthodes, des algorithmes toujours plus poussés en maths ou en physique, on peut essayer, en mettant des modèles géologiques à l'intérieur des algorithmes, d'améliorer les images. Alors pour ça, il y a une chose qu'on a commencé à faire, c'est dès 2000, mettre des moyens à disposition, acheter des ordinateurs les plus puissants. En 2000, on disait on vise le pétaflop. Marc a dépassé le pétaflop, on continue dans cette logique. Il faut des ordinateurs toujours plus puissants, et c'était à chaque fois qu'on les achetait, c'était les plus puissants de France, au moins pour 15 jours. Après, ils étaient dépassés aussitôt par la météo ou par le CEA. Mais il faut vraiment être à la pointe de la technologie. Il faut être à la pointe. Alors encore une fois, autre message de coopération avec l'université, puisque ça se passait à Pau, on a créé un laboratoire autour de l'équipe de Komatic. Je ne sais pas si le laboratoire est le bon vocabulaire, hein. Les universitaires corrigeront, mais on a créé une équipe autour de Komatic, on a fait venir un chercheur pointu, Evgeny Lambda, et l'idée c'était de ramener des postdocs, d'accueillir les postdocs pour avoir des recherches de pointe en leur mettant à disposition une partie de cette puissance de calcul. Donc vraiment la recherche est quelque chose, la recherche fondamentale est vraiment quelque chose dont on a besoin aussi. Alors on a d'autres exemples de labos avec l'université, c'est le Crégu à Nancy aussi par exemple, mais sur des universités, pas avec toutes les universités, mais avec quelques universités, de leur donner des moyens humains et matériels pour avancer et nous aider à aller plus loin. Alors, un exemple qui est fabuleux encore dans un autre domaine, là c'est du Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Là-dessus, il se trouve que dans les années 80, je crois, Elf en Grande-Bretagne avait racheté Rio Tinto, le domaine minier de Rio Tinto en pétrole. Et l'équipe d'exploration qui était menée par quelqu'un qui est très connu à Pau, Jamil El Aïdouni aussi, qui était chef d'explo en Grande-Bretagne, a repris tout le domaine minier de Rio Tinto qu'on venait de racheter, a trouvé des puits qui allaient au Trias et qui avaient été jugés absolument improductibles. C'était vraiment très chaud, plus de 200 degrés, c'était à je ne sais plus combien, 700 ou 800 bars de pression de fond, et c'est des choses qui ne se faisaient pas. Et donc le chef de filiale, lui, qui était un homme de domaine minier, a dit si, on va mettre tous nos efforts là-dessus, on va faire de la recherche. Ils sont allés voir les producteurs, les gars des tuyaux, et puis voilà, on y est arrivé. On produit, je vous dis, plus de 200 000 barils jour équivalent pétrole. Alors c'est pas simple tous les jours, hein, de temps en temps il y a des problèmes sur les puits, mais voilà ce que la technologie peut amener. Et tous les jours dans le développement de ce champ, il faut inventer des choses il y a des nouveaux problèmes qui se passent pour forer des couches, aller implanter des nouveaux puits en traversant des réservoirs très déplétés et après avoir traversé des réservoirs qui, eux, sont à pression vierge, donc à des pressions très élevées. C'est des choses extrêmement compliquées. Et en sismique, donc, on arrive aujourd'hui, avec d'autres méthodes, à avoir pratiquement des cartes de pression. Vous lisez là, les couleurs correspondent à peu près à la pression de réservoir. Donc on sait très bien où on peut implanter de nouveaux puits et où il ne faut pas en implanter. Donc on a des technologies extrêmement élaborées qui nous permettent de faire des choses extrêmement passionnantes, fabuleuses, je dirais, du point de vue technique. Il y avait un ingénieur qui me disait, mais il n'y a pas de frontières technologiques qu'on n'ait pas atteintes. Alors je ne sais pas si c'est sans doute encore vrai, mais dès qu'on se fixe un challenge, dès qu'on a un problème, on arrive à le résoudre. On trouve l'esprit humain est absolument fabuleux pour ça.
Et c'est pour ça, je disais, à la fin, je conclus souvent mes présentations, c'est n'oublions jamais, on a des modélisations, on a des ordinateurs extraordinaires qui nous permettent de faire des modélisations terribles, mais le meilleur outil, celui qui vous permet de découvrir et d'inventer, ça reste le cerveau. Ça reste le cerveau. C'est vraiment ce que vous mettez dans les ordinateurs et dans les modèles, les concepts que vous allez inventer en allant sur le terrain, en faisant ce métier de base qui a été décrit par mes prédécesseurs. C'est vraiment par cette connaissance qu'on arrive avec les outils modernes à aller plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie encore une fois. C'est la première fois où les explorateurs pétroliers sont récompensés par la SGF. Il y a eu ceux d'EDF qui ont construit les barrages, il y a eu le CEA, il y a eu le BRGM. Et le pétrole, on avait eu Oberto Serra, premier Grand Prix Marcel Roubaud à la création. Et lui, c'était sur les spécialités, c'est celui qui avait implanté ou développé les interprétations de diagraphie électrique. Mais là, je suis que le porte-étendard de tous mes prédécesseurs, tous ceux qui m'ont appris le boulot, et tous ceux qui travaillent dans l'industrie pétrolière aujourd'hui, que ce soit directement ou indirectement. Je vous remercie, et merci encore à la SGF et à Jean-Jacques. Comme on a tenu le timing, on a le temps pour une ou deux questions. S'il y a une ou deux questions dans le public, suite à l'exposé de Jean-Marie Masset. Ou les autres. Les autres, non, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion et la chance de faire leur présentation. Donc je pense qu'on va réserver les questions pour le jour de la présentation. Non, il n'y a pas de questions? Si? Vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, pour votre information, moi j'ai arrêté le 1er janvier 2009. Alors, si vous le permettez, je vais passer la parole à mon successeur, Marc Blaiseau. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, viens. Donc, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, j'introduis donc Marc Blaiseau, qui est actuellement directeur d'exploration du groupe Total. J'ai eu la chance, l'honneur de remplacer Jean-Marie. Alors, qu'est-ce qui a le plus changé depuis 2008? C'est une bonne question. Je pense que c'est nos terrains de chasse. Jean-Marie le montrait un petit peu déjà dans une des slides qu'il a bien voulu nous exposer. Je crois que c'est quelque chose qu'il avait pris du côté du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle les marges abruptes chez Total, des marges en général cisaillantes, qui ont la caractéristique de ne pas avoir de pièges structuraux. Vous avez vu, c'était pratiquement des zones labs sur le socle, qu'ils soient continentales ou océaniques. Et on a beaucoup travaillé ces zones, chez Total, mais dans d'autres compagnies aussi, tout au long des marges africaines et des marges brésiliennes. Avec deux grands modèles finalement, un modèle, je dirais, assez imbriqué de roches-mères et de réservoirs turbiditiques, en général des roches-mères bonnes, mais des réservoirs qui n'ont pas le mérite d'avoir été trop triés sur le plateau continental, vu qu'il n'y en a pratiquement pas. On passe du continent à l'océan par une sorte de méga faille ou falaise plutôt. Et on a quand même quelques découvertes significatives côté africain. Et puis les Brésiliens se sont dit, on revient à la tectonique des plaques un peu, pourquoi pas chez nous, et ils ont donc ouvert tout le domaine minier nord-brésilien, avec quelques petites découvertes déjà, mais là c'est la grande zone de travail pour les 3 ou 4 prochaines années, entre le Venezuela et Recife, et le nord-est brésilien. Et ils ont déjà fait quelques découvertes dans le bassin qui s'appelle Sergipe-Alagoas, qui est juste en face de ce qu'on peut attendre du côté africain. Donc je pense que ça, c'est une des grandes avancées. On a encore, je ne sais pas combien de bassins complètement vierges, complètement frontières, comme disent les Américains, dans lesquels on peut retrouver les mêmes choses. Alors c'est pas forcément des gisements d'une grande ampleur, mais entre 500 millions de barils et 1 milliard de barils, ça commence déjà à être quelque chose de très sérieux et qu'on peut penser pouvoir développer. Alors on a des limitations technologiques aujourd'hui, et on revient aussi sur l'exposé de Jean-Marie, c'est comment on développe par des 3000, 3500 mètres de profondeur d'eau. C'est considérable. L'ensemble des moyens qu'on a aujourd'hui, en particulier de nature d'acier, de transmission, qu'on sait à peu près utiliser jusqu'à 2000 mètres,
On a du mal à aller plus bas, mais je crois aussi beaucoup à l'inventivité humaine et des ingénieurs et des techniciens. On va y arriver. On a déjà des grandes avancées qui consistent à séparer au fond les différents fluides. On a un gros problème avec les productions par grande profondeur d'eau, c'est qu'on est très froid et on forme des hydrates de méthane qui bougent toutes les canalisations et tous les puits. Et donc, ce qu'on a pris comme nouvelle technologie chez Total, c'est de séparer en fond de puits ou à la mudline, à la base de la couche d'eau, et on sépare l'eau, le gaz et l'huile. Et on évite ainsi, en séparant l'eau et le gaz, de former des hydrates de méthane qui sont des molécules avec une molécule de méthane et 8 d'eau. Et donc on y est arrivé, c'est l'exemple de Passflor qu'on a fait en Angola, et ça marche depuis 3-4 ans maintenant. Donc ça, c'est une technologie extrêmement importante pour pouvoir aller développer par 3000 ou 4000 mètres d'eau. Autrement, on serait en face de choses extrêmement dangereuses. Des bouchons d'hydrate, c'est presque l'explosion assurée. Et donc, on voit ce que ça peut donner sur le personnel et les installations. Donc voilà le very deep offshore. Je pense que c'est ça la grande nouveauté des 5 dernières années. J'y ajouterais juste un message que je devais passer aussi. C'est qu'il est fondamental qu'on pense aux jeunes et que nous, qui avons eu la chance d'être formés, on puisse rendre à l'université. On puisse rendre, c'est-à-dire participer, soit par des conseils d'administration, soit par des cours, ce qui nous a été donné à nous quand on était étudiants. Je crois que c'est un rôle très fondamental aussi, très important. Merci pour cette présentation, merci pour les questions. Donc nous clôturons ainsi le cycle des prix 2014. Donc je vous rappelle que nous ouvrons en parallèle le cycle 2015 et je vous invite tous à faire connaître autour de vous que l'appel à candidature est ouvert et que nous recevons déjà des propositions. Mais plus il y aura de candidats, meilleure sera la sélection et plus les prix de la Société géologique de France seront relevés. Merci à tous, et donc nous clôturons cette session dans le timing pour laisser la place aux conférenciers. À l'extérieur.